C'est un plaisir d'être avec vous ici, à Téhéran. Yeah. It's my pleasure as always, Alistair. But let me start. C'est un plaisir, comme We toujours, had a Alastair. meeting between Donald Trump Mais and laissez-moi Zelensky. commencer par ceci. Nous avons eu une rencontre entre Donald Trump et Zelensky. Ensuite, le gouvernement, le régime de Kiev, a attaqué Vladimir Poutine. Ils ont voulu l'assassiner. Dans cette situation fragile entre l'Occident et la Russie, et compte tenu de la complexité de ce qui se passe en Ukraine, quelle est votre analyse de ce qui se joue entre l'Occident et la Russie? Et peut-être pourriez-vous aussi examiner quelle est la politique à Kiev, s'il existe réellement une politique. As so-called policy. Eh bien, je ne pense pas qu'il y ait eu une réunion. Il y a eu des rencontres entre deux équipes, l'équipe américaine et bien sûr l'équipe ukrainienne dirigée par Zelensky. Il y a clairement eu des discussions, mais rien de particulier ne semble en être ressorti. Il n'y a pas eu de grands changements, pas de percée, comme on dit, et je ne pense pas qu'il était raisonnable d'en attendre une, car ce document de 22 articles avait été rédigé par les Européens, principalement avec Zelensky et Umerov, qui participaient également aux discussions, ainsi qu'avec Witko et Miami auparavant. Umerov était un ancien ministre de la Défense en Ukraine et est aujourd'hui un négociateur clé aux côtés de Zelensky et de son chef de cabinet. Alors de quoi s'agissait-il exactement? Je dirais d'abord que c'était une tentative des Européens de faire pression. C'était une tentative de rapprocher Trump de cette position, qui consiste à revenir à l'idée originale de ce qu'ils appellent la solution coréenne. Le modèle nord-sud coréen, c'était l'idée d'un cessez-le-feu le long de la ligne de contact, suivi plus tard de négociations sur les territoires et d'autres questions politiques. C'est, en quelque sorte, le modèle coréen, si l'on veut. Il était très apprécié du général Kellogg lorsqu'il était impliqué. Il n'a cessé de plaider pour ce type de solution coréenne. Mais bien sûr, la solution coréenne est inacceptable pour la Russie, en principe, car elle n'a jamais réellement apporté de solution. C'était là son principal problème. Elle n'a jamais apporté de solution. La Corée reste divisée selon la même ligne et n'est pas plus proche d'un règlement politique. Ce document, présenté par un consortium, le cercle autour de Merkel, Barundi, Macron, Estama et quelques autres de la coalition des volontaires, visait essentiellement à revenir à ce même processus. Les garanties de sécurité en étaient l'objectif principal. Obtenir des garanties de sécurité, parvenir à un cessez-le-feu à un certain moment, et faire intervenir des forces militaires européennes comme force de maintien de la paix, constituant une partie de la garantie de sécurité pour l'Ukraine. Mais tous ces éléments sont devenus complètement artificiels, car ils négociaient entre eux. C'étaient les Européens qui négociaient entre eux sur ce qu'ils pensaient être la meilleure solution à imposer à la Russie, puis qui allaient convaincre Trump de l'adopter. Mais leur solution n'a jamais été discutée avec les Russes. Il n'y a eu aucune négociation entre les Européens et les Russes. Donc c'était très bien. Enfin, vous savez, si vous avez les mains libres et que vous pouvez concevoir la solution parfaite pour l'Europe, ce qui reviendrait à une capitulation de la Russie et à la possibilité, si l'on veut, de poursuivre la guerre, alors le cessez-le-feu durerait juste assez longtemps pour que les garants européens de la sécurité, présents de l'autre côté de la ligne, puissent réentraîner et rééquiper l'armée ukrainienne jusqu'à un effectif de 800 000 hommes. C'était une armée très importante. Et il était clair que l'objectif était simplement de prolonger la guerre. En un sens, cet article relevait du sabotage, encouragé par les Européens pour contrer leur crainte que Trump ne conclue un accord avec la Russie, ce qu'ils considéraient comme défavorable à l'Ukraine. Ils ne peuvent toujours pas, fondamentalement, accepter l'idée que la Russie puisse, pour ainsi dire, l'emporter,
et ils perçoivent cela comme une menace pour l'ordre fondé sur des règles. Ils n'étaient pas disposés à tolérer la moindre remise en cause de cet ordre. Tout cela visait donc à imposer à la Russie les règles décidées par l'Europe, pas même par l'Amérique, mais par l'Europe, et à pousser dans ce sens. Cela n'a donc mené nulle part. But after all, when you look at Europe today, Mais après tout, do you think quand on that regarde l'Europe aujourd'hui, pensez-vous que ce sont eux qui gèrent la situation en Ukraine, ou bien l'administration Zelensky, ou d'une certaine manière, est-ce que cela échappe aux Européens? Je parle de l'Allemagne, avec le Royaume-Uni et la France. Parce qu'après tout, l'administration Trump n'est pas satisfaite de la situation en Ukraine. Elle ne veut pas de cette guerre. Elle veut s'en débarrasser le plus vite possible. Je pense que Trump, à ce stade précis, mais encore une fois, il faut replacer cela dans son contexte, se concentre davantage sur le marché obligataire et la situation de la dette en Amérique que sur la géopolitique. En fait, la géopolitique est désormais largement déterminée par la situation de la dette américaine et par le besoin du pays d'obtenir des ressources, des garanties à intégrer dans le système financier afin de soutenir le crédit accordé à toutes sortes de projets, comme l'intelligence artificielle, mais aussi les projets financiarisés des États-Unis. Alors, Trump veut-il un accord avec la Russie? Eh bien, cela dépend de la manière dont on voit les choses. Nous savons assez clairement que peut-être Witkoff et Kushner, et ils l'ont d'ailleurs dit, considèrent que la Russie est pour eux un Eldorado. Je veux dire, en d'autres termes, ce qui les intéresse, ce n'est pas tant la paix que les ressources. Encore une fois, la même vieille histoire avec la Russie, avec l'Iran et partout ailleurs. Ils veulent le pétrole, ils veulent le gaz, ils veulent les terres rares. C'est cela qu'ils recherchent. Puis de l'autre côté, vous avez des gens comme Rubio et une grande partie de ce qu'on pourrait appeler le parti unique. Les intérêts politiques unis des partis républicains et démocrates, qui partagent un intérêt commun à maintenir le système politique quelque peu corrompu qui existe en Amérique, en contrôlant les élections et la manière dont les présidents sont choisis. Et ils s'opposent à la normalisation avec la Russie. Et je pense que les raisons à cela tiennent au fait qu'ils ont toujours eu une sorte d'architecture profonde, que la Russie se situe à bien des égards en complète opposition à la vision globaliste, selon laquelle nous entrerions dans une ère où il n'y aurait qu'un seul gouvernement, une seule administration, où nous ne posséderions plus de biens et vivrions dans une sorte d'utopie issue des structures de Davos. Et bien sûr, la Russie en tant que société orthodoxe, pratiquant l'orthodoxie, ayant des principes du patriotisme et du nationalisme, se trouve presque entièrement à l'opposé de cela. Toutes ces choses que le monde libéral défend, ceux qui n'aiment pas le nationalisme, ne partagent pas le patriotisme et préfèrent un monde séculier et technocratique à celui-ci. Ils les perçoivent comme une menace. C'est pourquoi ils s'opposent profondément à la Russie. Vous avez mentionné la situation dans la société russe. Nous nous souvenons que lorsque cette guerre a commencé, de nombreux jeunes se demandaient s'ils devaient rester en Russie ou partir à cause, vous savez, de la propagande. Cette idée selon laquelle c'est la guerre de Poutine, pas celle de la Russie. Et aujourd'hui, après presque 4 ans de conflit, alors que nous approchons de la 4e année de la guerre en Ukraine, pensez-vous que la société russe en soit venue d'une certaine manière à soutenir pleinement la guerre en Ukraine? Son issue, qu'elle s'aggrave, s'intensifie ou peut-être évolue vers une forme de règlement? Comment percevez-vous le niveau de soutien à la guerre en Ukraine aujourd'hui?
Je ne pense pas, enfin, je pense que le soutien est totalement solide. Il n'y a pas de véritable opposition, il n'existe pas de groupe d'opposition. Je veux dire, non pas parce qu'ils ont simplement été réprimés, mais parce que la plupart des gens comprennent la guerre et la nécessité de celle-ci. Parce qu'en fait, c'est une guerre contre, si l'on veut, l'ensemble de l'OTAN, une guerre de l'Occident contre la Russie. Et ils comprennent aussi ce que signifie un cessez-le-feu et ce que l'Occident essaye d'imposer. C'est un piège, comme les accords de Minsk l'étaient, qui n'ont jamais eu vocation à être appliqués. Angela Merkel l'a dit ouvertement dans sa biographie que c'était simplement une ruse pour donner plus de temps à l'armée ukrainienne afin de se réarmer, se regrouper et se préparer à la prochaine phase du conflit. Ils ne veulent pas se retrouver dans cette situation à nouveau, pour des raisons évidentes. Comme une personne me l'a dit lorsque j'étais en Russie, il n'y a pas si longtemps, « Écoutez, vous savez, nous avons versé notre sang pour en arriver là. Nous avons versé notre sang pour atteindre ce point. Et nous ne voulons pas d'une sorte de solution temporaire. Nous ne voulons pas d'un accord. Nous voulons une solution. Parce que sinon, dans 3 ou 4 ans, nous devrons non seulement verser à nouveau notre sang, mais encore davantage pour trouver une véritable solution à ce problème. » Ils comprennent donc cela profondément. Je veux dire, il peut y avoir des divergences tactiques en Russie sur la question de savoir si la conduite même de la guerre doit aller plus vite ou si elle doit être plus concentrée dans une zone ou une autre. C'est normal, il y a toujours des gens avec des différences tactiques. Mais vraiment, il faut être sur place pour le comprendre. Il faudrait avoir une connaissance approfondie pour juger si le rythme de l'opération spéciale, était le bon ou s'il aurait dû être plus rapide. Dans l'ensemble, je pense que la plupart des gens estiment que cela a été bien évalué, qu'il y a eu une attention particulière à ne pas gaspiller de virus, à laisser les Ukrainiens, pour ainsi dire, engager leurs forces dans des opérations mal conçues et perdre ainsi beaucoup de soldats. Mais Poutine a toujours été attentif à ne pas gaspiller, à ne pas sacrifier inutilement des virus. Et puis, je pense que ce que les gens n'imaginent pas vraiment, c'est qu'après la révolution du Maïdan, les Américains et les forces de l'OTAN sont venus avec leur corps du génie et ont construit ces villes fortifiées le long de la ligne, dans le but de couper complètement le Donbass. Les immeubles de grande hauteur, ils ont rempli leur sous-sol de béton. Je veux dire, les immeubles construits par les Soviétiques étaient déjà des structures assez solides, mais ils y ont coulé du béton et les ont transformés en une véritable ligne de défense. Cela faisait paraître la ligne Maginot de la Première Guerre mondiale, presque dérisoire en comparaison. Ce n'était donc jamais censé être un processus rapide. Il fallait le faire avec précaution, si l'on voulait éviter de gaspiller des vies humaines en tentant une percée frontale pour essayer de briser les lignes. C'est en gros la manière de penser de l'OTAN, et ce n'est pas vraiment la façon russe de concevoir la conduite d'une guerre. Donc je pense qu'il y a du soutien pour cela, un soutien total. Donald Trump pense, vous savez, qu'après cette réunion à Mar-a-Lago, l'un des points qu'il a mentionné était que l'Europe prendra une part importante des responsabilités en matière de sécurité de l'Ukraine, avec le soutien des États-Unis. Pensez-vous que l'Europe en est là? Veulent-ils vraiment mieux comprendre, comme Donald Trump semble le suggérer? Eh bien, je veux dire, tout cela, c'est justement pour cela que la situation est si opaque. Et pourquoi je pense que Trump l'a délibérément laissé dans cet état d'opacité. Parce que tout cela relève d'un problème de la poule et de l'œuf. Oui, les Européens veulent être, disons, s'il y a un cessez-le-feu, de l'autre côté de ce cessez-le-feu, face aux Russes.
Et ils veulent que leurs forces, les forces de l'OTAN, soient présentes. Mais ils ne le feront pas. Et ne peuvent pas le faire sans une garantie de l'Amérique que s'ils rencontrent des difficultés, l'Amérique interviendra et les soutiendra sans poser de questions. Et bien sûr, l'Amérique ne veut pas faire cela. Trump refuserait probablement si on le lui demandait. Et de toute façon, lorsqu'en Europe, on parle avec légèreté de garantie de sécurité au format de l'article 5, c'est bien de cela qu'il s'agit. Je veux dire, faire cela, que l'Amérique assume une telle responsabilité, serait avant tout très polarisant à l'intérieur des États-Unis. S'engager, enfin oui, vous savez, certains disent « Oh, eh bien, il a pris un décret donnant une sorte de garantie de sécurité au Qatar. » Oui, mais c'est une question complètement différente. Le Qatar est un minuscule point sur la carte. Là, il s'agirait d'accorder des garanties de sécurité, une disposition à entrer en guerre contre la Russie. C'est d'un tout autre ordre, et il n'y a aucun appétit pour cela, à part, vous savez, quelques figures comme Lindsey Graham. Mais il n'y a pas de véritable envie d'aller en guerre contre la Russie, surtout parmi sa base, les partisans du MAGA. Ils n'y tiennent pas du tout. Ils ne veulent plus de guerres étrangères. Les guerres étrangères leur sont odieuses, et c'est tout le principe de l'Amérique d'abord. Donc je pense que lorsqu'il dit « c'est à vous de voir », il sait qu'il lance une invitation qui ne peut pas être acceptée. Vous savez, c'est comme dire « venez à ma fête », mais « oh, elle a eu lieu hier, je suis désolé que vous n'ayez pas pu venir ». Ils n'obtiendront pas les garanties qu'ils recherchaient, car l'Amérique ne va pas les soutenir. Et même si Trump pensait que c'était une bonne idée, ce qui n'est pas le cas, il faudrait probablement que cela passe par le Sénat. Ce type de garantie, une sorte de soutien de type article 5 pour les Européens et les Ukrainiens contre la Russie, nécessiterait l'approbation du Sénat, ce qui, là encore, n'est pas envisageable. Avons-nous une idée du type de garantie de sécurité qui serait acceptable pour le gouvernement russe ou du côté russe de l'accord? Oui, du point de vue russe, des garanties de sécurité ont été discutées lors de cette réunion à Istanbul en 2022, et les Russes ont proposé leur propre version de ces garanties. Mais leur conception des garanties de sécurité diffère de celle des Européens. Selon la vision russe, ce qui est vraiment nécessaire pour assurer la sécurité, c'est de combler le fossé fondamental, si l'on peut dire, l'avancée progressive de l'OTAN jusqu'à leurs frontières, depuis la période de la réunification allemande jusqu'aux frontières de l'Ukraine, ainsi que l'absence actuelle de tout accord sur des questions telles que le déploiement de missiles intermédiaires en Europe. Donc je veux dire, la manière dont ils obtiennent ces garanties de sécurité est une question d'ensemble. Il ne s'agit pas seulement de savoir s'il y aura quelques bataillons français ou britanniques de l'autre côté d'une ligne de cessez-le-feu. Ce n'est pas une garantie de sécurité pour la Russie au sens réel du terme. Ce qu'ils veulent, c'est que l'architecture de sécurité de l'Europe soit prise en compte. En 2021, ils ont proposé un projet de traité allant dans ce sens, et il a été complètement ignoré par l'Europe et par les États-Unis. Mais c'est cela qu'ils entendent par garantie de sécurité. Ils ont également suggéré à l'époque que d'autres États puissent être déployés en Ukraine, si nécessaire, afin de fournir une forme de garantie de sécurité à l'Ukraine. Mais il ne s'agirait pas de troupes de l'OTAN. Ils ont donc suggéré que ces forces pourraient être prélevées ailleurs, peut-être des troupes indiennes ou d'autres, qui offriraient, si l'on veut, une sorte d'élément de sécurité. Et ils ont ajouté qu'ils souhaiteraient également une garantie de sécurité pour eux-mêmes. En d'autres termes, ils voulaient que l'Europe déclare clairement et légalement qu'elle n'a aucune intention d'attaquer la Russie.
Vous savez, tout cela s'est maintenant inversé en « Oh, nous devons nous protéger contre une attaque de la Russie contre l'Europe ». En réalité, j'étais à Moscou le mois dernier, et tout le monde là-bas est parfaitement conscient de toutes ces menaces venant d'Europe. Guerre avec la Russie, guerre avec la Russie, venant de la ministre allemande de la Défense, du chef d'état-major français, de généraux britanniques disant « Eh bien, si la guerre n'a pas éclaté d'ici 2028, ce sera peut-être l'année prochaine que nous irons en guerre contre la Russie. » Les Russes veulent donc quelque chose d'un peu plus large qu'une simple présence de quelques centaines de soldats britanniques, français et allemands, sur le territoire ukrainien, après une sorte d'accord. Ils veulent quelque chose de solide. Et de plus, ils ne veulent pas seulement un arrangement. Ils veulent un traité juridiquement formulé avec les États-Unis et avec l'OTAN, qui le précise très clairement, qui soit verrouillé, pas quelque chose dit à la volée. C'est en somme le grand mystère de toute cette proposition. Je veux dire, vous savez les principales personnes qui négocient cela au nom des États-Unis. L'un est le gendre de Trump, et l'autre est un de ses amis dans l'immobilier. Mais aucun d'eux, enfin, je crois que Witkoff fait peut-être partie de l'administration, mais je ne pense pas que Kushner en fasse partie, n'a reçu de mandat au nom des États-Unis pour négocier avec un autre État. Je veux dire, vous savez, cette responsabilité reviendrait à Rubio, qui est le secrétaire d'État. Et il n'a pas participé à ces discussions, peut-être parce qu'il n'y est pas tellement favorable. Mais si vous voulez conclure un accord formel, il faut qu'il y ait quelqu'un mandaté pour le mettre par écrit, puis le signer au nom de l'Europe ou des États-Unis. Je veux dire, l'Europe ne fera pas partie de cette négociation, mais elle reste bien sûr membre de l'OTAN. C'est donc vraiment une question de confiance et de fiabilité. Parce que se passe-t-il si vous avez une bonne discussion avec Steve Witkoff et avec Kushner, qu'ils suggèrent un accord? Mais que se passe-t-il l'année prochaine ou celle d'après, quand quelqu'un demande à Poutine « De quoi parlez-vous, Monsieur Poutine? Avez-vous cela par écrit quelque part ?» Et il devra dire non, nous ne le faisons pas. Ce n'était qu'un accord verbal entre deux personnes qui sont des amis de M. Trump. Je veux dire, ce n'est pas vraiment suffisant pour des relations d'État à État, pour des affaires d'État à État. Là où cela compte, la formulation exacte compte énormément. Pas seulement, vous savez, quelqu'un qui dit « Oh oui, nous pouvons faire ça. Ne t'inquiète pas, nous ferons ceci. Je te promets que l'OTAN n'avancera pas davantage. » Bien sûr que non. Nous n'avons pas l'intention de le faire. Et il avait un excellent exemple de cela. Poutine, avec la Russie. Lorsqu'il a rencontré Biden à Genève il y a quelque temps, ils ont parlé de l'Ukraine. Et Poutine a dit à Biden, « Avez-vous l'intention de placer des missiles en Ukraine ?» Biden a dit non, mais le lendemain, Lavrov a été informé par Blinken que oui, les États-Unis avaient l'intention de déployer des missiles en Ukraine et qu'ils n'étaient pas disposés à discuter de ce principe. Ils étaient seulement prêts, peut-être, à parler du nombre de missiles qui seraient installés en Ukraine. Eh bien, vous savez, le temps de vol d'un Tomahawk entre l'Ukraine et Moscou est d'environ 2 minutes. Ce n'est tout simplement pas acceptable d'avoir ce genre de situation. La sécurité, c'est, vous savez, une notion plus large. Il ne s'agit pas seulement d'avoir quelques troupes de l'autre côté de ce qui constitue la frontière entre les 5 États, les 5 oblasts et les territoires ukrainiens restants. Je pense que l'un des principaux problèmes en ce moment, comme le mentionne la partie russe, est de savoir si, en cas d'accord ou de règlement en Ukraine, le Congrès américain devrait en faire partie. Parce que,
Tu te souviens du JCPOA, l'accord entre l'Iran et les États-Unis, le P5+1, le Congrès n'en faisait pas partie. C'est pour cela que lorsque le nouveau président Donald Trump est arrivé, il a tout démoli, tout détruit. Mais aujourd'hui, la Russie ne veut pas tomber dans le même piège que celui qu'a connu l'Iran auparavant. Penses-tu que le Congrès ferait partie de cet accord ou qu'il serait disposé à le faire? Eh bien, c'est précisément pour cela que je dis que la Russie exige en réalité une approche juridique appropriée pour toute résolution en Ukraine. Une approche écrite et dotée d'une force légale en droit international. Elle n'acceptera pas quelque chose qui pourrait être annulé demain ou si Trump changeait d'avis dans les prochains jours. Non, il leur faut cela. Et ils ont déjà vu qu'il changeait d'avis plusieurs fois sur cette question. Donc oui, ils auraient besoin de cela. Et non, le Congrès ne serait pas d'accord, car il existe des éléments importants dans les deux chambres qui s'opposent à une normalisation avec la Russie. Encore une fois, cela fait partie de l'architecture profonde de la politique étrangère qui existe au sein de l'État permanent américain. Ils ont certaines règles et certains éléments, ce qui explique pourquoi ils étaient si opposés à Trump dès le départ. Ils ne se battaient pas. C'était l'élément imprévisible. Les élections étaient prêtes, bien rodées, mais c'était un choix forcé. On pouvait voter pour le candidat démocrate à la présidence ou pour le candidat républicain. Mais au fond, cela ne changeait pas grand-chose, car tous deux partageaient la même approche de fond. Certes, il y avait une légère inclinaison idéologique d'un côté ou de l'autre, mais dans la structure profonde, ils avaient une vision commune. C'était donc, si l'on veut, une illusion de choix, car il n'y avait pas de véritable choix. Les éléments fondamentaux de la politique américaine n'étaient pas remis en question lors de ces élections. C'était simplement, on choisit l'un ou l'autre. Et puis Trump est arrivé, si l'on veut, comme un élément imprévisible, et ils ont organisé d'immenses rassemblements pour tenter de l'arrêter. Les dirigeants des deux ailes du Parti d'Union ont tenu des réunions sur des îles pour trouver un moyen de le bloquer. Alors non, il ne serait pas facile de faire adopter un accord par le Congrès. Oui. Permets-moi de changer un peu de sujet, Alastair, pour parler de ce qui se passe avec la visite de Netanyahou aux États-Unis. Donald Trump a été interrogé. Il se tenait juste à côté de Netanyahou, et l'un des journalistes lui a demandé « Allez-vous permettre à Israël d'attaquer l'Iran s'ils poursuivent leur programme de missiles balistiques ou leur programme nucléaire ?» La réponse de Trump était assez fascinante. Il a dit, s'il continue avec les missiles balistiques, oui, nucléaires, rapidement. Qu'est-ce que cela signifie? Et quelle est ta compréhension de la situation et de la manière dont Donald Trump veut gérer Netanyahou, Israël et l'Iran? Je pense qu'il y a plusieurs niveaux à cela et que nous pouvons être trop superficiels à ce sujet. La première chose que je dirais, c'est que, vous savez, de cette réunion est sorti beaucoup de rhétorique et de discours, mais très peu de structure systémique. Rien n'a été défini à notre connaissance concernant la prochaine étape à Gaza, la phase 2 à Gaza, ou l'un de ces éléments. Et le langage, vous savez, c'est ce genre de fanfaronnade familière utilisée par Trump, qui esquive et contourne les mots et les formulations, et il se contente de dire ces choses. Je veux dire, l'Iran doit prendre ce langage au pied de la lettre et au sérieux. Mais vous savez, ce genre de « je vais frapper l'Iran de plein fouet » ou « si le Hamas ne se désarme pas, cela ouvrira les portes de l'enfer », c'est le ton qu'il emploie. Je veux dire, nous avons entendu cela de nombreuses fois maintenant, sur tous ces sujets, et c'est un langage standard, une sorte de Trump parler. Mais cela ne veut pas forcément dire cela. En fait, je pense qu'il y a de nombreuses raisons de penser que cela visait aussi d'autres domaines. Et ensuite,
nous pourrons revenir sur la raison pour laquelle Netanyahou était présent à la réunion. Mais la première étape, je dirais, pour comprendre cela, concerne vraiment la position intérieure du mouvement MAGA, les personnes qui soutiennent America First, et qu'on appelle, si l'on veut, les isolationnistes, dans un sens péjoratif, parce qu'ils ne veulent pas de guerres étrangères. C'est ce qu'on appelle l'isolationnisme aux États-Unis. Et comme vous le savez, il y a eu un grand courant au sein de MAGA qui s'est cristallisé dans ce qui s'est passé avec Charlie Kirk, le dirigeant de cette organisation appelée TPUSA, Turning Point USA. Lors de cette récente réunion de TPUSA, une grande organisation importante, car elle attire de nombreux jeunes républicains et d'autres éléments plus populistes, toute la question portait sur la politique étrangère de l'Amérique. Il semble qu'il s'agisse d'une politique de soutien inconditionnel à Israël. Et ces jeunes disent, pourquoi devrait-elle être en faveur d'Israël? Nous sommes des partisans de l'Amérique d'abord, pas d'Israël d'abord. De quoi s'agit-il? Il y a donc eu des discussions très animées. Et maintenant, on voit les partisans juifs et israéliens en Amérique essayer de nuire à ce groupe, le groupe MAGA, en disant, et ils le disent aussi à propos du vice-président Vance, qu'il ne suffit pas de dire qu'il est acceptable de critiquer la politique d'Israël. Parce que, et le dire, ne fait pas de vous un antisémite aujourd'hui. On dit que c'est une position antisémite, qu'il faut soutenir Israël à 100%. Mais c'est un coin que, si vous voulez, l'ancienne garde essaie d'enfoncer. Parce qu'elle n'aime pas le mouvement MAGA. Elle n'aime pas ce mouvement organique et populiste qui monte en Amérique et qui menace la politique ancienne, établie, largement gérée et contrôlée, à la fois chez les démocrates et les républicains. Ils aimeraient reprendre le contrôle. Alors ils s'en prennent aux MAGA en disant qu'ils sont antisémites et en les traitant d'antisémites. Je pense que l'une des choses que Trump faisait en soutenant Israël, c'était de montrer qu'il était nécessaire, si vous voulez, pour le vice-président, des gens comme Vance, parce qu'il est l'héritier présomptif de cette base MAGA. Et il a toujours été très clair en disant que oui, nous devons soutenir Israël, mais que nous avons aussi des divergences avec Israël et qu'il est possible d'avoir des désaccords sur la politique. Parfois, nous pouvons être d'accord, parfois non. Je pense donc qu'il faut d'abord considérer ces déclarations très favorables à Israël, faites lors de cette réunion à Mar-a-Lago, en particulier à l'égard de Netanyahou. C'est, selon moi, une première dimension à prendre en compte. Il s'agit d'une préparation pour les élections de mi-mandat. L'ancien establishment, si l'on veut, souhaiterait qu'il les perde, c'est-à-dire que Trump perde les élections de mi-mandat, afin d'avoir ensuite un candidat plus acceptable pour prendre la relève. Donc ils veulent affaiblir les forces MAGA. Et Trump, je pense, dit des choses du genre « Eh bien, nous devons soutenir ». Mais il a aussi critiqué, et son équipe a critiqué, Israël à propos de Gaza, et bien sûr de ce qui s'y passe. Ils ont été très critiques envers les nouvelles colonies et celles qui s'installent en Cisjordanie, et ils ont reproché à Israël de continuer à bombarder le Liban et à mener des opérations militaires en Syrie. Ils essayent donc de trouver un équilibre et de comprendre comment ne pas perdre les élections de mi-mandat face à un mouvement volatile, de plus en plus indépendant et organique, désormais sans direction claire. Je veux dire, il y a des dirigeants, mais plutôt comme des figures d'influence que comme de véritables chefs de ce groupe. Mais cela faisait partie, je pense, du côté invisible, ce sentiment de devoir se préparer à la guerre à venir. Le président de la Chambre a déclaré que, quoi qu'il arrive dans les années à venir, l'Amérique et les républicains allaient devoir mener un débat profond sur la nature de la politique étrangère. Donc je pense que cela visait en partie
à préparer cette future discussion sur la politique étrangère, et en particulier sur la base de Trump, la base MAGA. Oui, il est possible de critiquer Israël, mais en même temps, soutenir Israël est probablement le compromis, car certains membres de cette base MAGA affirment qu'il ne devrait y avoir aucun soutien à Israël, que l'argent devrait être retiré et qu'il ne faudrait rien combattre là-bas. Mais le compromis dont Vance et d'autres, qui aspirent à l'utiliser à des fins électorales, ont besoin, est bien un compromis. Et c'est celui qui, si l'on veut, est actuellement poussé face aux forces qui tentent de dire « Non, vous êtes tous des antisémites. Si vous ne soutenez pas Israël sans condition, vous êtes un antisémite. » C'est donc, je pense, une première dimension de ce processus. L'autre dimension est la suivante. Que faisait Netanyahou? Pourquoi est-il allé là-bas? Il est évident de dire, il serait très facile de dire, eh bien, il y est allé simplement parce qu'il veut obtenir le feu vert pour attaquer l'Iran. Et il l'a effectivement demandé. Mais je pense qu'il faut comprendre cela de manière plus profonde. La première question posée par l'un des propres compagnons de Netanyahou lors de cette réunion a été « Netanyahou obtiendra-t-il une grâce? Allez-vous lui accorder une grâce ?» Comme vos téléspectateurs le savent, des accusations criminelles pèsent sur Netanyahou. Ces accusations comportent deux volets. Le premier concerne une ancienne affaire, mais une grande partie des juristes israéliens estiment que si elle est poursuivie, Netanyahou sera reconnu coupable et devra probablement aller en prison. Mais il y a maintenant quelque chose de bien plus grave, ce qu'on appelle le Qatar Gate. L'allégation est que l'État du Qatar versait de l'argent à au moins 3 personnes du bureau de Netanyahou, leur donnant régulièrement de l'argent à l'intérieur même de son bureau. Et la question est, était-il au courant? Si oui, à quoi cela servait-il? S'il n'en savait rien, eh bien il aurait dû le savoir, et il devrait démissionner. Mais la situation devient très amère et très forte, car on parle maintenant de trahison. Des personnes sérieuses, comme l'ancien ministre de la Défense Yuli Barak et d'autres, disent qu'il faut enquêter. Et Netanyahou, lui, ne veut même pas de grâce. Il veut que toute l'affaire, toutes les affaires contre lui, soient simplement annulées. Il y a donc beaucoup de pression, et Trump parlait de ce genre de pression exercée sur le président israélien pour qu'il lui accorde sinon une grâce, du moins une fin au procès, une fin au processus judiciaire. Ce qui n'est probablement pas juridiquement possible en Israël. Mais les pressions sur Netanyahou sont vraiment ce que j'essaie de dire, c'est qu'elles augmentent et s'intensifient. Surtout parce que les Israéliens en sont venus à la conclusion que ce qu'ils voient, c'est une sorte de patchwork de cessez-le-feu ou de non-cessez-le-feu. Que ce soit en Syrie, au Liban, au Yémen, ou, si l'on veut, plus au sud ou dans toute la région, à Gaza et en Cisjordanie. Il y a ce patchwork de cessez-le-feu, mais aucun d'entre eux n'est véritablement solide, et la plupart sont des cessez-le-feu imposés. Aucun n'a apporté de résolution complète. Ils n'ont pas apporté de victoire, pas de victoire totale pour Israël. Loin de là. Oui, il y a ces cessez-le-feu, mais les mouvements restent intacts. Le bastion est intact, Hamas aussi, tout comme les autres mouvements de résistance. Et la Syrie devient de plus en plus un problème au lieu de faire partie de la solution. Donc Netanyahou, je pense, cherche comment faire. Vous savez, s'il est coincé derrière tous ces murs et qu'aucun ne lui apporte de solution, il doit organiser des élections l'année prochaine, en 2026. Il doit aller aux élections. Et il doit pouvoir promettre quelque chose de populaire qui obtiendra le soutien de son peuple. Ainsi, l'appel à une guerre contre l'Iran sert cet objectif, car il est vraiment dans une situation politique très difficile. Et l'un des vieux réflexes,
quand on est coincé comme ça et que les problèmes semblent se refermer sur soi, c'est de partir en guerre. Allons en guerre. Cela change la situation. Bien sûr, ce n'est pas aussi simple que ça. J'ai écrit un article à ce sujet sur Substack, à propos de la nouvelle approche d'Israël. Cela fait 20 ans que Netanyahou répète « Oh, l'Iran est à quelques semaines d'avoir la bombe. L'Iran est à quelques mois d'avoir la bombe. Il est sur le point d'avoir la bombe. » C'est presque devenu une blague récurrente. Mais maintenant, ils ont changé de discours. Il dit que le nouveau danger, c'est que l'Iran est en train de construire une sorte de parapluie à travers la région. Non seulement avec plus de missiles, mais avec un ensemble complètement différent de missiles et de systèmes de défense. C'est nouveau. Ce n'est pas simplement une reconstruction de ce qui existait. C'est quelque chose de nouveau et de mortel. Car désormais, il n'y a plus aucune garantie que, si nous découvrions que l'Iran fabrique une bombe, nous pourrions l'arrêter. Nous n'en serions pas capables, parce que le bouclier défensif serait trop complet, et la fenêtre d'action est courte. Alors, Trump, s'il vous plaît, donnez-nous le feu vert pour attaquer l'Iran. Maintenant, ce que pense réellement l'establishment sécuritaire israélien à ce sujet est très partagé. En fait, c'est avant tout un dispositif, un procédé rhétorique, destiné à séduire Trump plus qu'autre chose. Oui, l'Iran a bien sûr renforcé ses défenses aériennes et ses systèmes de défense depuis le vendredi 13 juin, lorsqu'il y a eu l'attaque surprise d'Israël. Bien sûr qu'ils les ont modernisés, bien sûr qu'ils les ont améliorés. Peut-être qu'ils ont aussi reçu davantage de défense aérienne d'autres États. Mais la question est la suivante. C'était un dispositif, car en réalité, pendant la guerre de 12 jours, l'Iran avait déjà la capacité d'infliger à Israël des dégâts sans précédent. Et puisque cette capacité a été améliorée, oui, c'est vrai. Mais où cela mène-t-il? Vous voyez, où cela mène-t-il? Et c'est le dilemme dans lequel Trump se trouve, parce qu'il ne cesse de parler de suivre la voie des négociations. Je suis sûr que nous pourrions conclure un accord avec l'Iran. Mais d'abord, après l'attaque surprise du 12, à laquelle les États-Unis ont entièrement participé, ils étaient au courant, ont aidé à la planification et tout le reste. Je veux dire, je suis sûr que tu es sur place, tu en sais plus que moi, mais je suis certain qu'il n'y a aucune confiance dans un accord avec l'Amérique. Ils ont vu ce qui s'est passé ailleurs. Et donc l'idée, et bien sûr ils continuent d'insister, que l'accord devrait inclure les missiles balistiques et un enrichissement d'uranium nul. Enfin, ça n'arrivera pas. Mais je ne pense pas qu'il faille trop nuancer tout cela, car une grande partie de l'establishment sécuritaire israélien craint aussi que les missiles balistiques iraniens, les hypersoniques, ne trouvent aucune défense aérienne adéquate contre eux. Nous l'avons vu pendant ces 12 jours. Je veux dire, après 4 jours, les Israéliens demandaient déjà une sorte de cessez-le-feu. Donc si tu veux, il n'y a pas de véritable défense. L'État qui ne dispose pas de défense adéquate, c'est Israël et non l'Iran, très probablement aujourd'hui. Et donc, l'appareil de sécurité, eh bien, maintenant, Netanyahou est en guerre avec cet appareil de sécurité, car il a nommé un nouveau chef du Mossad. Il a imposé quelqu'un à la tête du Shin Bet et de l'armée. Et tout cela visait à éviter d'être tenu pour responsable du 7 octobre et à échapper à une enquête. Ainsi, dans l'ensemble, il semble qu'il soit probablement très sceptique à l'égard d'une guerre, profondément sceptique. Mais il n'existe aucun moyen institutionnel de faire avancer les choses, car sans aucun doute, Netanyahou bénéficie d'un soutien majoritaire en Israël, en particulier sur la question de Gaza, mais en réalité, sur l'ensemble de ces sujets. Il a le soutien de la majorité des Juifs en Israël. Donc vous savez, il est très difficile pour les officiers de l'armée ou d'autres de s'y opposer.
surtout depuis que le nouveau chef du Mossad, qui était son ancien secrétaire militaire, vient d'être nommé. Il avait écrit, il y a quelques années, une sorte de traité expliquant qu'Israël devait modifier ses protocoles nucléaires et s'éloigner de cette ambiguïté stratégique, celle de savoir si Israël possède ou non des armes nucléaires, pour adopter une approche différente. C'était il y a plusieurs années, mais je veux dire, il est probable qu'il se range du côté de Netanyahou sur ces questions. On dit qu'il a été choisi parce qu'il est proche de la famille, entre autres raisons. Voilà donc le contexte général. De quoi s'agissait-il lors de cette visite? Était-ce principalement à propos de l'Iran? Oui, dans le sens où il lui faut un sujet pour la campagne électorale. Mais c'était aussi, je pense, sur le topo de Gaza. Ils veulent que le Hamas soit désarmé, car sinon, en Israël, Netanyahou se fait reprocher « Tu n'as rien accompli. Le Hamas est toujours là. Il se renforce à Gaza. Il a encore ses armes. Qu'as-tu accompli? Qu'as-tu fait? Il n'y a pas de victoire là-dedans. » Il veut donc que Trump le laisse agir plus rapidement. L'argument, c'est que Blinken dit « Désarmons d'abord le Hamas, puis nous passerons à une structure gouvernementale et à une force internationale. » Et Trump dit « Non, nous allons d'abord mettre en place une force internationale, puis un gouvernement technocratique palestinien, et ensuite peut-être le Hamas sera désarmé. » Les sceptiques en Israël disent que cela n'arrivera jamais. Donc, évidemment, cela ne fait que retarder les choses et nous ne verrons jamais le Hamas désarmé. Et le Hamas, d'ailleurs, affirme qu'il ne se désarmera pas. Donc, ce n'est pas improbable. Je pense que l'un des principaux problèmes concernant Israël vient du soutien du Parti républicain. Et tu as mentionné Charlie Kirk. Nous savons à quel point le mouvement qu'il a lancé aux États-Unis est profondément lié au soutien de l'administration Trump. Lorsque Trump a été élu président, une partie de ce soutien, je dirais une part importante, provenait de ce mouvement, TP-USA. Puis plus tard, avant que Charlie Kirk ne soit assassiné, le mouvement a d'une certaine manière changé de position, de compréhension d'Israël. Charlie Kirk est devenu critique envers tout ce qu'il avait dit auparavant, se demandant « Pourquoi soutenons-nous Israël? Quel est l'intérêt d'Israël pour les États-Unis » Je pense qu'il a été assassiné, mais Je t'ai perdu un instant. je pense, oui, je suis de retour. Ma question est, que se passe-t-il? Vous avez mentionné les élections de mi-mandat aux États-Unis, et nous savons que le mouvement, le changement qui s'est produit au sein du Parti républicain, au sein du mouvement MAGA, est toujours présent. On peut le voir dans les questions que les jeunes posent à la vice-présidente des États-Unis à propos d'Israël. Ce n'est plus vraiment important que Charlie Kirk ait été assassiné ou non, car ce type de compréhension est toujours là, et Tucker Carlson aussi. Même les figures pro-israéliennes comme Ben Shapiro essaient de gagner du terrain au sein de TP-USA, mais il n'y parvient pas. Alors, comment voyez-vous la situation du mouvement? Je parle du mouvement MAGA, du mouvement pro-israélien et de la division entre les deux.
Je pense que ce qui a vraiment catalysé tout cela, ce qui lui a donné de l'énergie, ce sont les images venant de Gaza, des Palestiniens, surtout parmi les jeunes Américains. C'est vrai aussi en Europe, en Italie, où je me trouve également. Cela a eu un grand impact, particulièrement sur la jeune génération. Les plus de 50 ans, peut-être moins, mais la jeune génération s'est mobilisée. Je pense que cela représente quelque chose de vraiment important et significatif en Amérique. La fracture structurelle entre, pour ainsi dire, les contrôleurs conjoints des deux partis, l'aile démocrate et l'aile républicaine, sur certaines positions où ils partagent un intérêt commun, comme le financement des campagnes et l'argent. Soudainement, ils sont très mécontents de voir apparaître ce mouvement organique qui dit « Nous voyons les images de Gaza, nous voyons ce qui s'y passe. » Pourquoi notre soutien à Israël est-il ce qu'il est? Quelle en est la base? Je pense que l'élément clé qui ressort aujourd'hui, c'est que les gens ont compris le faux choix qui a dominé la politique américaine. Vous savez, on aurait eu Mme Clinton face à Jeb Bush ou quelqu'un du même genre en 2016, mais les politiques n'auraient pas été très différentes. Il y aurait eu quelques nuances ici ou là, mais cela convenait aux hautes sphères des dirigeants du parti, aux politiciens chevronnés qui dépendent du financement des campagnes et de tout ce qui s'y rattache. Les gens ont vu cela, et ce système est en train de se fissurer. C'est pourquoi il y a une tentative si forte, notamment de la part de grands donateurs pro-israéliens, de discréditer ce qui se passe dans le mouvement MAGA en le qualifiant d'antisémite. Ils sont antisémites. Et il y a eu des échanges très vifs à Tepusa sur cette question, comme vous l'avez justement dit. La question est de savoir si l'ancienne garde des républicains, l'ancienne garde du Sénat et d'autres, ceux qu'on appelait autrefois les républicains des clubs UP, est capable de reprendre le contrôle du mouvement MAGA. Ils essaient actuellement d'y semer la discorde, de le fragmenter et de le rendre plus gérable. En introduisant cette question clivante de l'antisémitisme et du soutien à Israël, afin de le diviser en factions pour pouvoir en reprendre le contrôle. Réussiront-ils? Seront-ils capables de produire, au bout du compte, quelque chose qui bénéficiera d'un soutien? Parce que vous savez, il n'y a pas que les républicains. Je veux dire, nous avons vu lors des dernières élections qui ont eu lieu que les démocrates ont eux aussi leurs populistes. Les jeunes démocrates, on peut voir qu'il existe une aile progressiste. Nous avons vu ce qui s'est passé lors des élections municipales à New York. Il y a un courant fort au sein du Parti démocrate qui a également vu les images de Gaza et d'ailleurs, et qui n'aime pas cela. Seront-ils capables de rassembler tout cela et de revenir à l'ancien système où les dirigeants des deux grands partis se réunissent et s'accordent sur les deux candidats, de sorte que rien ne change, tout reste pareil, rien ne change vraiment dans la politique américaine? C'est la grande question qui se pose à eux. Seront-ils capables, tu sais, d'apprivoiser les partisans MAGA aliénés? Peut-être. Les élections de mi-mandat seront assez houleuses parce que les gens posent des questions. Et ces questions, comme tu l'as vu, Vance et d'autres n'ont pas trouvé facile d'y répondre. Ben Shapiro et d'autres non plus. Et cela va continuer. Je veux dire, tu sais, America First. Pourquoi bombardons-nous au Nigeria, s'il vous plaît? Pourquoi soutenons-nous encore les attaques au Liban? Pourquoi soutenons-nous l'État islamique en Syrie? Et pourquoi attaquons-nous le Venezuela de cette manière? Cela ne sera pas facile à gérer, car, comme l'a dit le président Johnson, quoi qu'il arrive aux élections de mi-mandat, il faudra qu'il y ait aux États-Unis une discussion profonde sur la nature de la politique étrangère américaine. Et je pense que cela ne se déroulera peut-être pas comme les responsables du parti, les gestionnaires des deux camps à la Chambre,
l'imagine, où tout change pour que rien ne change vraiment. Nous avons de nouvelles élections, de nouveaux candidats. Tout change pour que tout reste pareil. Et je ne suis pas sûr qu'ils puissent réellement y parvenir. Mais c'est l'autre niveau, si vous voulez. Et je sais que j'ai passé un peu de temps à l'expliquer, mais pour comprendre, que se passait-il à Mar-a-Lago? Je pense qu'il est important de voir que cela se déroule dans le contexte américain. Et vous savez, Trump ne pouvait probablement pas simplement faire ce que beaucoup auraient aimé qu'il fasse, c'est-à-dire se brouiller avec eux. Parce qu'il y a en ce moment beaucoup de critiques contre Trump en Israël. Ils estiment qu'il est hypnotisé. J'ai écrit un autre article sur Substack à propos du fait que les Israéliens se plaignent qu'ils soient devenus fascinés par les États du Golfe et leur argent. Des trillions, je vous le dis, des milliards qui arrivent en Amérique de la part de ces gens. Et les familles gagnent aussi beaucoup d'argent. Vous savez, la famille Witkoff, les enfants et les enfants Trump gagnent tous beaucoup d'argent qui entre. Et donc, vous savez, les Israéliens se disent « Mais nous sommes censés être les personnes les plus importantes dans cette affaire. » Et maintenant, vous écoutez les États du Golfe parce que tout tourne autour de l'argent et des transactions. Je pense donc que c'est un problème. Et je crois que Trump est vraiment... Enfin, vous savez, s'il y a une chose qu'on peut dire sur ce en quoi Trump croit vraiment, c'est qu'il croit fondamentalement en Israël. Et c'est aussi le cas de Kushner et de Witkoff. Tous deux ont été des soutiens du mouvement hassidique Chabad en Amérique. Mais néanmoins, ils négocient à la fois en Israël et à Moscou, dans cette nouvelle politique transactionnelle et axée sur les affaires que la Déclaration sur la sécurité nationale a tenté de décrire, celle vers laquelle l'Amérique de Trump se dirigeait, pour ainsi dire, en formant son propre hémisphère occidental d'influence. Et ils allaient en quelque sorte concéder des franchises à d'autres régions, comme l'Europe et le Moyen-Orient. Et les franchisés paieraient alors des droits aux États-Unis pour ce privilège. En d'autres termes, une extorsion visant à faire entrer des milliers de milliards de dollars supplémentaires. Car au fond de tout cela, encore une fois, je reviens au même point de départ, pour Trump, en réalité, il se trouve au bord d'une possible fracture du marché de la dette. Cela ne peut pas continuer. Il ne peut pas faire deux choses à la fois. Il ne peut pas maintenir à la fois l'hégémonie du dollar et la valeur du dollar, tout en bénéficiant de tout l'argent qui, selon lui, afflue vers les États-Unis, tous ces trillions qu'il prétend voir arriver. Cet argent sera dépensé dans ces centres de données d'IA qui n'ont pas de revenus ou très peu, et qui consomment d'énormes quantités de capital et d'électricité. Alors, que fait-il? Si l'on veut que l'argent entre pour rembourser la dette, il ira là-bas, mais il ne viendra pas non plus sauver les méga-entreprises d'IA. Il se concentre donc vraiment sur cet aspect, comment y faire face, ainsi qu'à toutes ces nouvelles inventions auxquelles l'Iran, comme nous tous, va être confronté. Ces stablecoins et crypto-monnaies sont des moyens d'accroître la capacité du gouvernement à dépenser sans augmenter la dette. Merci, Alastair. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. C'est toujours un grand plaisir. Et s'il vous plaît, à notre public, rendez-vous sur Substack, Conflict Forum, et vous pouvez suivre Alastair Crooke sur Substack. Toujours un grand plaisir, Alastair. Eh bien, merci beaucoup. Et j'espère que vous passerez un merveilleux séjour là où vous êtes, ainsi qu'un bon retour chez vous, le moment venu. Thank you.